Creepypasta story. Ti, 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 ti. Alors là, on est sur une petite story, voilà, que j'ai enregistrée sur mon téléphone. Ça s'appelle Le petit joueur de flûte. Un jour, mon grand-père m'a raconté une histoire dont je me souviendrai toute ma vie. J'avais 11 ans et ce n'était clairement pas quelque chose à raconter à un enfant à cet âge-là. Ça commence bien. C'est une histoire aux racines perturbantes et au dénouement morbide. Mon grand-père en a vécu le début. J'ai assisté à sa fin. Il est né en Espagne vers la fin des années 20. À l'époque où tout a commencé, il avait 10 ans. Le village qu'il a vu naître était perdu dans le maquis. Il n'avait pas beaucoup de passages à l'époque et encore moins maintenant, étant donné que le village a été depuis abandonné. Il n'était situé sur aucun grand axe routier, n'était proche d'aucune grande ville. C'était un endroit triste, un endroit où venaient mourir les rêves et ambitions des enfants. Super. Étouffé par des traditions et isolement presque total. Parmi eux, il y en avait un qui ne voyait pas les choses du même œil. Son père le destinait, comme beaucoup d'autres au village, à lui succéder comme vigneron. Mais le garçon se rêvait flûtiste dans un grand orchestre. Il se voyait jouer devant des centaines de personnes à Madrid ou encore à Barcelone. Il avait ce rêve en lui qu'il avait déniché une vieille flûte en bois dans son grenier. Un instrument tellement abîmé que s'était donné d'en tirer un son la première fois qu'il avait soufflé dedans. Ouais. Son père ne voyait pas ce nouveau passe-temps d'un bon œil, car tout le temps que passait son fils à extirper les sons de son instrument ridicule. Pour lui, c'était du temps perdu. Il aurait dû à la place apprendre les différentes techniques de la coupe du raisin ou encore des méthodes de levage et d'agrafage. Et puis comment un artiste sans le sou pourrait-il s'occuper de son père lorsque celui-ci serait immanquablement rattrapé par l'âge? C'est vrai. Se dissimulant au regard désapprobateur de son père, le garçon commença à jouer en cachette. Mais au village, les murs avaient des oreilles. Et le son distinctif de sa flûte ne passait pas inaperçu. Alors, lorsque l'envie lui en prenait, il laissait les petites maisons de pierre derrière lui et s'enfonçait dans la garrigue. Il marchait longtemps, passant ravins et crevasses, montant et dévalant les collines. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il arrivait à sa cachette, devant la grande pierre. C'était un énorme morceau de roc rougeâtre, semblant avoir été déposé là par une main divine et gigantesque. Le garçon s'asseyait toujours sur la même vieille souche d'arbre, et après avoir regardé par-dessus son épaule, il jouait de sa flûte sans se soucier de savoir si on l'écoutait ou pas. Les premiers temps, les notes étaient hésitantes. Les sons qui sortaient de ce petit instrument de bois étaient stridents et tremblants. Tu m'étonnes que le père ne voulait pas qu'il joue. C'est que c'est lui qui pétait les oreilles. Enfin bref, on continue. Mais plus l'enfant venait s'asseoir face à la pierre, plus les jours passaient et mieux il jouait de sa petite flûte. Il arrivait bientôt à créer des mélodies de plus en plus complexes. Et un jour, alors qu'il jouait comme à son habitude, un corbeau noir vint, comme la nuit, se poser sur la grande pierre. L'enfant s'arrêta de jouer et observa le volatile. Cette fois-ci, le garçon avait un public.
Il se remit donc à jouer et à la fin de son récital, salua bien bas le corbeau avant de s'en aller. Alors qu'au village on parlait de guerre civile et de disparition, le garçon passait toutes ses après-midi assis sur la souche devant la grande pierre. Le corbeau était toujours au rendez-vous pour assister au spectacle. Le petit jouait pour lui comme s'il s'agissait du président en personne, et bientôt un second corbeau vint se poser aux côtés du premier. Puis un troisième, suivi d'un quatrième, et au bout de plusieurs semaines, pas moins de 40 corbeaux venaient tous les jours se poser sur la grande pierre. Il arrivait même parfois que les volatiles arrivent avant lui. Le garçon entrait donc sur scène et saluant son auditoire. Mais avec le temps, ces concerts se virent plus rares. Son père en effet interdit l'enfant de sortir en fin d'après-midi et lui intima de rester loin de la grande pierre rouge. Puis, finalement, il lui interdit de sortir tout court. Des gens disparaissaient au village et le boulanger s'était volatilisé, suivi du meunier, des gens qui parlaient trop fort d'après le père des garçons. D'autres habitants étaient partis sans explication. Des gens respectables, pourtant bien établis dans le village, déménageaient du jour au lendemain. Le doux son de la flûte, les mélodies, le grand air, tout ceci vint à manquer à l'enfant qui se morfondait à la fenêtre. C'est ainsi qu'un mois plus tard, alors que d'autres villageois avaient encore disparu, le petit garçon profita du lourd sommeil de son père pour s'éclipser. La nuit tombait doucement et beaucoup de maisons étaient maintenant inoccupées. On raconte qu'arrivé non loin de la grande pierre, le garçon vit de la lumière et des centaines de corbeaux, volant en cercle autour de l'endroit. Les habitants qui vivaient encore au village, bien que peu nombreux, racontèrent avoir entendu un bruit terrible et sec, comme un coup de fouet titanesque, qui résonna dans toute la vallée. On raconta aussi qu'une odeur atroce put être sentie dans tout le village, jusqu'à l'intérieur des maisons. L'enfant, quoi qu'il advient de lui, ne revint jamais de sa promenade de crépuscule. Ah! Mon grand-père a toujours assuré que ce garçon était son frère. Mais si mon grand-père était certain qu'il n'en avait pas connaissance d'un oncle mort étant enfant. Et pourtant, une longue période de ma vie, je me suis demandé pourquoi il m'avait raconté cette histoire alors que j'étais si jeune. Peut-être est-ce une sorte de conte à morale pour me faire mettre dans ma tête l'idée de ne pas trop m'éloigner de la maison. En tout cas, elle avait fait son effet. Je ne sortais jamais seule très longtemps et toujours dans les environs de la propriété. Je l'ai par la suite presque oublié jusqu'à la mort de mon grand-père. Par curiosité, je me suis renseignée sur son village natal. Je n'ai rien trouvé qui parlait d'une légende d'enfant jouant de la flûte. Mais j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus triste. Le village à l'époque où mon grand-père y était enfant s'était retrouvé tiraillé par la guerre civile espagnole. Beaucoup d'habitants se soutenaient par le régime franquiste et certains même le revendiquaient ouvertement. Des troupes nationalistes stationnées dans la région faisaient régulièrement des descentes au village pour emmener les habitants qui affichaient avec trop de conviction leur soutien aux républicains, les soupçonnant de leur apporter de l'aide dans leur déroute. Les descendants des disparus ont longtemps ignoré le sort de leurs aïeux. Ils s'étaient volatilisés sans laisser de traces, emportés par les fascistes. Avaient-ils été emmenés dans les camps de concentration? Avaient-ils été fusillés? Des questions qui restèrent longtemps sans réponse. Mais il y a quelques années, ces familles se sont réunies pour pousser le gouvernement espagnol à se pencher sur leur cas. Les recherches qu'ils ont menées leur ont permis de découvrir une fosse commune non loin d'une immense pierre rouge, dans laquelle se trouvaient 28 corps, calcinés pour la plupart, tous abattus d'une balle dans la tête ou sur la nuque. Il n'y avait qu'un seul cadavre dont les os étaient restés intacts. Et d'après les enquêteurs, il avait été tué bien après les autres et n'avait pas été brûlé comme eux. C'était un squelette d'enfant présentant lui aussi la marque d'une balle placée entre les deux yeux. Ce qui a définitivement fini par persuader de la véracité de l'histoire de mon grand-père. C'était l'objet que tenait l'enfant dans sa main, toujours serrée, une petite flûte en bois. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'elle
Elle est sérieuse, hein, cette histoire. Ouh. Eh ben. J'ai un peu de mal. Je suis chamboulée l'histoire. Alors là, c'est une histoire... personnellement, j'ai regardé un peu vite fait et pour moi, elle est vraie, hein, en fait. Hein, parce que... Voilà. Elle est vraie et vous pouvez vous renseigner. Vous allez voir que... Je crois même que j'avais vu une vidéo hein, sur YouTube sur ça, en fait. Donc, je me suis dit, bon, je vais vous la raconter. Hein. Mais comme quoi, dans les creepypasta, il peut y avoir des histoires vraies. Hein, donc, faut pas prendre ça à la légère en mode, c'est une histoire... voilà, une histoire bidon. Hein. Alors, on écoute. Alors, il est possible de trouver dispersés un peu partout dans le Nord quelques dizaines de moines momifiés sous le nom de... Attention, je vais essayer de prononcer correctement. Shokushinbutsu. J'espère que j'ai bien prononcé. Adepte de Shugendo, une ancienne forme de bouddhisme. Ces religieux sont morts dans l'acte d'abnégation. En prononçant leurs vœux, ils consentaient à suivre durant 3 ans un régime spécial composé uniquement de noix et de graines, tout en s'adonnant à un programme d'activité physique rigoureux qui permettait de dépouiller de leur graisse corporelle. Suite à cette première phase, ils devaient, durant à nouveau 3 ans, manger de l'écorce et des racines et boire un thé empoisonné à base de sève d'urushi, normalement utilisée pour la laque des bois. Cette substance provoque des vomissements et une perte de poids rapide. Attention, hein, faites pas ça non plus pour un régime. Donc une perte de poids rapide et des fluides corporels. Et surtout, elle tue tous les asticots qui pourraient causer la décomposition du corps après la mort. Enfin, il arrivait à la dernière étape d'auto-momification. Pour ce faire, le moine, y ayant accédé, s'enfermait dans une tombe en pierre, à peine plus grande que son corps, dans laquelle il ne bougeait pas, tout en conservant la position du lotus. Seul lien avec le monde extérieur était un tube à air et une cloche. Chaque jour, il faisait sonner cette dernière pour faire savoir à ceux de l'extérieur qu'il était toujours en vie. Lorsque la cloche cessait de se faire entendre, le tube était retiré et la tombe scellée. Néanmoins, les moines qui ont tenté l'omification n'ont pas toujours réussi cette prouesse, car lorsque les tombes ont finalement été ouvertes par les fidèles, certains corps se sont avérés être pourris. Ces moines ayant échoué ont été laissés là avant d'être enfermés de nouveau dans leur tombe. Ils avaient beau être respectés pour leur endurance, n'ont pas été vénérés. Seuls ceux ayant réussi la momification ont été élevés au statut de Bouddha, exposés et soignés par leurs disciples. Mais le gouvernement japonais a interdit attention je le répète, le Shokushinbutsu à la fin du 19e siècle, bien que la pratique se soit apparemment poursuivie jusqu'au 20e siècle. Voilà. Donc, je vous montre pas les images parce qu'elles sont, voilà, elles sont un peu choquantes. Hein. C'est des momies en fait, voilà, des corps momifiés où ils sont assis en position de lotus. Alors, en position de lotus, c'est être assis, les jambes croisées. Ils doivent rester comme ça jusqu'à qu'ils meurent, quoi, en fait. C'est pas beau, hein. C'est pas beau. Alors, une petite dernière. Alors, depuis longtemps, je me tourne vers l'ASMR pour me détendre. Je pense que pour tout le monde, hein. Moi aussi, j'adore l'ASMR. Enfin bref, voilà. Donc, l'ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian Response. Donc, réponse méridienne sensorielle autonome. C'est mieux en anglais, hein, parce que sinon, en français, ça donnerait RPSA. Donc, mais non, qu'est-ce que je dis RPSA, mais non. RMSA. Donc, il vaut mieux dire ASMR. Il s'agit en fait d'un orgasme... Oh. Il s'agit en fait d'un orgasme cérébral déclenché par une attention personnelle, des bruits de tapotement, des tâches effectuées délibérément
et le fait de se couvrir les oreilles ou encore de recouvrir son micro. Il y a une multitude de choses qui peuvent déclencher ce genre de réponse cognitive. C'est la méthode que j'utilise pour lutter contre l'anxiété depuis quelques mois. Vous pouvez trouver ce genre de vidéos assez facilement sur YouTube. Et personnellement, j'écoute habituellement massage ASMR avant de me coucher. Ouais, moi aussi. Franchement, j'adore. Les gens se faire masser et tout, le bruit, la détente. Puis en plus, surtout voir les personnes se faire masser exactement là où tu as mal, en fait, ça détend. Je sais pas pourquoi. Et en plus, ça m'évite en fait d'avoir... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un antidouleur. Genre, je vois une personne se faire masser par exemple le dos. Déjà, ça m'endort. Et puis surtout, après, j'ai plus mal au dos en fait. Bien. Oui. Mais alors que j'étais allongée là à écouter un audio de chuchotement inaudible, j'ai commencé à sentir que le fond de l'air rafraîchissait. J'ai donc décidé de me lever et de prendre un pull. Ma fenêtre était ouverte et la nuit était un peu fraîche. Bref, j'ai enlevé mes écouteurs et je les ai mis de côté. Mais lorsque j'ai voulu mettre la vidéo en pause, je me suis rendu compte que le lecteur avait freeze. Parfois, ma connexion est un peu défectueuse. J'avais écouté environ 30 minutes d'ASMR, donc je supposais que ça pouvait expliquer ce bug. Mon ordinateur continuait d'essayer de charger la vidéo d'1 heure. Pourtant, elle aurait dû déjà être chargée. Mais j'ai décidé de cliquer au début du lecteur pour revenir en arrière et écouter les mêmes 30 minutes avant de me coucher. Cependant, lorsque j'ai soulevé la barre de progression, j'ai remarqué que la vidéo n'avait jamais dépassé les 10 premières minutes. Rétrospectivement, je me suis dit que j'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai cru sentir un souffle sur mes oreilles. Ouh. Voilà, bon, et ben non. On va réfléchir à 2 fois d'écouter les CMR maintenant. Voilà, donc je vous remercie pour la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Et passez une très bonne journée.